Imaginez vivre dans un monde où la connaissance est considérée comme une menace et où la recherche de la vérité est traitée comme un crime. Hypatie d'Alexandrie, l'un des plus grands esprits de l'Antiquité, a vécu cette réalité de manière brutale. Elle, qui a consacré sa vie à la science, à la philosophie et à l'éducation, a été assassinée par ceux qui craignaient le pouvoir de la sagesse. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi une femme aussi brillante et influente a-t-elle été si cruellement réduite au silence? Dans cette histoire, vous découvrirez le violent affrontement entre la raison et le fanatisme, à une époque où les idées étaient plus dangereuses que les épées. Préparez-vous à plonger dans un récit plein de mystères, d'injustice et, surtout, du courage d'une femme qui a osé penser à un monde dominé par la peur. Hypatie d'Alexandrie. Un nom qui, pour beaucoup, porte le poids d'une époque où le savoir était un joyau rare, difficilement préservé. Qui aurait pu imaginer que cette femme, née dans le tourbillon des cultures et des philosophies qui ont fleuri à Alexandrie, deviendrait un symbole de résistance intellectuelle? Dans cette ville antique, où la bibliothèque se dressait comme un phare de sagesse, Hypatie brillait de mille feux. Sa vie, ses contributions aux mathématiques, à la philosophie et à l'astronomie ne font pas seulement partie de l'histoire, mais sont aussi des énigmes qui remettent en question la perception que beaucoup ont du rôle des femmes dans le savoir. Alexandrie, alors centre vibrant d'idées et de culture, était le théâtre où brillait cette lumière. Et ce n'était pas seulement la ville qui reflétait la grandeur du savoir. Hypatie était considérée comme le point culminant d'une époque où la science et la philosophie allaient de pair. Grâce à son esprit vif, elle a fait de la curiosité de l'histoire sa plus grande arme. C'est comme si, au milieu de l'immensité des papyrus et des manuscrits, elle était capable de lire les secrets cachés de l'univers, dévoilant les mystères de l'histoire que beaucoup n'oseraient jamais toucher. Alexandrie, avec toute sa richesse culturelle, semble avoir façonné son esprit, faisant d'elle l'une des femmes les plus brillantes de son époque. Ses études et ses découvertes ne se limitaient pas aux salles de classe. Lorsqu'elle enseignait à l'école néo-platonicienne, elle a façonné l'esprit des chrétiens et des païens, faisant résonner ses paroles dans les couloirs de la bibliothèque. Elle n'était pas seulement une femme qui parlait de chiffres et d'étoiles, c'était une voix qui défiait le temps et la société. Sa passion pour la connaissance était comme un phare, illuminant ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de l'histoire et du monde qui l'entourait. Hypatie fut sans aucun doute une pionnière, une lumière dans une époque d'ombre grandissante. Mais cette lumière serait bientôt confrontée à quelque chose qu'aucune connaissance ne pouvait prédire. Le chemin d'Hypatie, si plein de curiosité et de recherche de vérité, commença à être traversé par des forces qui méprisaient la raison. Alexandrie, ville de tant de cultures et de religions, est également devenue un champ de batailles idéologiques. Et lorsque le fanatisme religieux est entré en scène, la sagesse a rencontré son plus grand adversaire. S'ensuit la fin tragique d'un esprit brillant, mais aussi le début d'une énigme de l'histoire qui résonne encore aujourd'hui. Alexandrie, une ville où le vent souffle les idées des quatre coins du monde. C'était le carrefour des cultures, le point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, où Grecs, Égyptiens, Juifs et Romains vivaient ensemble dans un chaudron bouillant de sagesse. Et, au cœur de cette métropole dynamique, se dressait la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, véritable temple du savoir. Là-bas, les papyrus et les parchemins stockaient non seulement des informations, mais détenaient également de profonds secrets de l'histoire humaine. Alexandrie n'était pas seulement une ville, elle était le reflet de toute la curiosité de l'histoire. La bibliothèque, avec sa vaste collection d'ouvrages, était plus qu'un dépôt de textes. Il représentait le désir insatiable des êtres humains de comprendre l'univers. De grands penseurs, mathématiciens, philosophes et astronomes y ont discuté des mystères de l'histoire, remettant en question les limites de ce que l'on savait du cosmos, de la Terre et de l'existence elle-même. Hypatie a grandi dans cet environnement. Pour elle, la connaissance n'était pas quelque chose de lointain, mais plutôt une partie essentielle de la vie, une recherche constante de la vérité. Et c'est dans ce scénario
qu'elle a commencé à suivre son chemin de sagesse. Mais Alexandrie n'était pas seulement une ville d'érudits. C'était aussi une ville de contrastes, où différentes religions et philosophies se disputaient l'espace. Cette diversité, qui a parfois donné lieu à de riches échanges d'idées, a également semé les germes de conflits. Des affrontements entre païens et chrétiens, des affrontements entre différentes écoles de pensée ont commencé à miner la coexistence pacifique. Ce qui était autrefois une ville où l'on célébrait le savoir s'est peu à peu transformé en un champ de batailles idéologiques. Et au milieu de cet ouragan culturel, Hypatie se démarque. Aux yeux de beaucoup, Alexandrie était le symbole du progrès intellectuel. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui voyaient le monde sous un angle plus conservateur, la ville représentait une menace. La richesse des idées qui y fleurissaient se heurtait aux croyances religieuses émergentes, créant un scénario de tensions croissantes. Le centre de connaissances qui rassemblait autrefois les sages du monde entier commençait maintenant à faire face au déclin, et avec lui, les personnalités qui soutenaient cette infatigable recherche de la vérité, comme Hypatie, étaient sur le point de faire face au poids de l'intolérance. Hypatie est née dans un monde qui offrait rarement aux femmes la possibilité d'étudier, et encore moins d'exceller dans les domaines intellectuels. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. Élevée sous la tutelle de son père, Théone, mathématicien et philosophe renommé, Hypatie a été exposée dès son plus jeune âge aux vastes connaissances que l'Alexandrie de son temps avait à offrir. Théone, conscient du potentiel de sa fille, en fit son élève la plus dévouée, partageant avec elle les secrets des mathématiques, de la philosophie et de l'astronomie. Pour beaucoup, ce serait déjà une immense réussite, mais pour Hypatie, ce n'était que le début. À une époque où l'accès au savoir était réservé aux hommes, Hypatie se distinguait non seulement par son intelligence, mais aussi par sa curiosité insatiable. Son savoir était vaste et profond, couvrant des sujets que peu de gens osaient étudier. Elle s'est plongée dans les complexités de l'univers, démêlant le fonctionnement des étoiles et des nombres, avec une dextérité qui a laissé ses contemporains perplexes. Les mathématiques étaient l'une de ses passions, mais ce qui la touchait vraiment était le désir de comprendre les mystères de l'histoire et du cosmos, en recherchant toujours quelque chose au-delà du visible. Mais ce qui la rendait vraiment spéciale n'était pas seulement le fait qu'elle était une femme érudite dans un monde dominé par les hommes. C'était sa capacité à transformer la connaissance en quelque chose d'accessible. En tant qu'enseignante, Hypatie a non seulement accumulé de la sagesse, mais elle l'a également généreusement distribuée à ses élèves. Chrétiens, païens, tous venaient écouter ses cours, attirés par sa clarté et sa profondeur. Elle ne partageait pas seulement des chiffres et des formules. Elle a inspiré ses élèves à réfléchir, à remettre en question et à explorer les mystères de l'histoire et de l'univers. Pour beaucoup, Hypatie était plus qu'une éducatrice. Elle était une lumière. Et cette lumière, si brillante, allait bientôt attirer l'attention de forces qui considéraient la sagesse comme une menace. Dans un monde où le pouvoir était de plus en plus centralisé entre les mains des religieux, une femme aussi influente et aussi sage ne pouvait passer inaperçue. Le destin d'Hypatie était déjà tracé, et ce qui avait commencé comme une quête inlassable de connaissances allait bientôt devenir un combat pour la survie dans une ville de plus en plus divisée entre raison et fanatisme. Pour Hypatie, la philosophie était plus qu'un domaine d'étude, c'était une façon de vivre. Son esprit était profondément enraciné dans les principes du néo-platonisme, un courant philosophique qui croyait en la recherche d'une vérité supérieure qui transcende le monde physique. Ainsi, elle voyait l'univers non seulement comme une série de nombres et de formules, mais comme un lien profond entre le matériel et le spirituel. Hypatie croyait que la connaissance devait non seulement être acquise, mais aussi utilisée pour éclairer le chemin de l'humanité. C'était, pour elle, un devoir moral. Elle considérait la sagesse comme un phare, quelque chose qui guidait non seulement ses propres actions, mais aussi celles de son entourage. Le néoplatonisme enseignait que le monde des idées était plus réel que le monde sensoriel, et cela se reflétait dans la manière dont Hypatie faisait face aux défis de la vie. Pour elle,
les problèmes quotidiens n'étaient rien comparés à la recherche de la vérité universelle. C'était comme si le mystère de l'histoire était toujours là, attendant d'être découvert par ceux qui, comme elle, osaient regarder au-delà de l'évidence. Cette vision philosophique a également façonné leurs relations. Plutôt que de considérer le christianisme émergent comme une menace directe, Hypatie croyait que différentes croyances pouvaient coexister en harmonie tant que la recherche de la vérité était au centre de tout. Et c'est dans cet esprit qu'elle a enseigné à des étudiants de tous horizons, dans l'espoir que la sagesse puisse transcender les divisions religieuses et culturelles qui commençaient à sévir à Alexandrie. Dans un monde de plus en plus polarisé, sa philosophie constitue un pont entre la pensée et la foi. Cependant, la recherche de la vérité, si chère à Hypatie, commença à être considérée comme dangereuse par ceux qui recherchèrent le pouvoir et le contrôle. La philosophie, qui pour elle était un moyen d'éclairer le monde, est devenue une menace pour les chefs religieux qui considéraient la sagesse comme un concurrent à leur domination sur les masses. Ce qui était, pour Hypatie, un noble appel à la raison et à la compréhension, allait bientôt devenir son plus lourd fardeau, alors que le fanatisme commençait à engloutir Alexandrie. En tant qu'enseignante, Hypatia ne se limitait pas à transmettre des informations. Elle considérait son rôle comme quelque chose de beaucoup plus profond, presque sacré. Elle était une gardienne du savoir. Dans ses cours, elle a non seulement partagé des théories mathématiques et philosophiques, mais a également incité ses élèves à se remettre en question, à penser par eux-mêmes et à rechercher les vérités cachées du monde qui les entoure. À une époque d'incertitude et de conflit, Hypatie offrait quelque chose de rare et de précieux, la chance de voir le monde avec des yeux curieux et un esprit libre de préjugés. Ses étudiants venaient d'horizons divers. Certains étaient chrétiens, d'autres païens, et, malgré les tensions religieuses croissantes à Alexandrie, tous trouvèrent en Hypatie un mentor juste et ouvert. Pour elle, la connaissance n'avait pas de propriétaire et ne faisait aucune distinction de croyance ou de classe. Dans ses cours, la curiosité de l'histoire, l'énigme de l'histoire, était toujours présente. Hypatie a réussi à éveiller la passion d'apprendre chez ses élèves, en faisant en sorte que des sujets complexes paraissent accessibles et, surtout, nécessaires à la compréhension du monde. Grâce à un enseignement engageant, elle a su transformer les concepts les plus abstraits en outils pratiques pour la vie. Par exemple, lorsqu'elle enseignait l'astronomie, Hypatie ne parlait pas seulement des étoiles et des planètes. Il montrait comment la position des étoiles influençait la navigation et les cycles de la nature. Lorsqu'il parlait de mathématiques, il faisait comprendre à ses élèves comment la logique et les nombres pouvaient résoudre des problèmes réels et quotidiens. Sa capacité à relier l'abstrait au concret a fait d'elle une enseignante unique, aimée de ses disciples et respectée même par ses adversaires. Mais ce rôle de gardienne du savoir la plaçait de plus en plus au centre d'un combat qu'elle ne voulait pas mener. Alors qu'il tentait de protéger et de diffuser la sagesse, des forces extérieures ont commencé à considérer son travail comme une menace. L'idée même d'enseigner, de former des esprits libres et critiques, a été perçue par certains chefs religieux comme un affront au contrôle qu'ils cherchaient à exercer sur la population. Ainsi, Hypatie, qui voulait seulement partager la beauté de la vérité, commença à devenir une cible de plus en plus ciblée dans une ville au bord du chaos. Alexandrie, autrefois un centre dynamique d'apprentissage et d'échanges culturels, a commencé à se fragmenter à mesure que les tensions religieuses s'intensifiaient. La croissance du christianisme a apporté des changements radicaux dans la ville. Le paganisme, autrefois la principale force spirituelle de la région, était en déclin, tandis que la nouvelle foi chrétienne gagnait en force, et avec elle l'intolérance. Juifs, chrétiens et païens commencèrent à rivaliser pour l'espace et le pouvoir, créant un environnement dans lequel le savoir, autrefois vénéré, devint une arme dans une guerre idéologique. La diversité qui enrichissait autrefois Alexandrie commença à céder la place à une atmosphère de méfiance et d'hostilité. Ce qui était un échange sain d'idées
entre différentes croyances et cultures, s'est transformée en bataille silencieuse pour le contrôle et l'influence. Hypatie, en tant que défenseur de la libre connaissance, devient témoin de ce conflit. Elle a vu avec tristesse la ville qu'elle aimait être consumée par une vague d'intolérance et de fanatisme. L'énigme de l'histoire, qui tournait autrefois autour de la sagesse, commence désormais à s'impliquer dans les luttes de pouvoir. La confrontation entre chrétiens et païens est devenue de plus en plus visible dans les rues d'Alexandrie. Les monuments païens furent détruits, les temples furent fermés et le christianisme devint la force dominante. Dans ce scénario d'animosité croissante, la figure d'Hypatie représentait un pont entre ces mondes en collision. Ses étudiants venaient de toutes les religions et elle croyait profondément que la connaissance devait être la base de la réconciliation. Cependant, sa vision humaniste et philosophique commença à être mal interprétée par ceux qui considérèrent la raison comme une menace pour la foi. À mesure que le conflit religieux s'intensifiait, Alexandrie devint une ville divisée et Hypatie, avec son influence intellectuelle, se retrouva de plus en plus au centre de cette division. Ses enseignements de tolérance et de sagesse étaient perçus par certains chefs religieux comme un affront direct à l'autorité de l'Église. La ville, qui était autrefois un phare du savoir, était désormais plongée dans l'obscurité. Et pour Hypatie, la connaissance, qui avait toujours été son plus grand bouclier, commença à devenir sa plus grande vulnérabilité. Au fil des années, le christianisme est devenu la force dominante à Alexandrie et, par extension, dans une grande partie de l'Empire romain. Ce n'était plus seulement une religion de persécutés. Maintenant, c'était une force politique croissante. Le pouvoir de l'Église commença à être étroitement lié au contrôle civil, et les chefs religieux, tels que Cyril d'Alexandrie, cherchèrent à imposer leur autorité non seulement sur les fidèles, mais aussi sur le gouvernement et la société. La foi, qui recherchait autrefois la liberté, cherchait désormais à dominer. Et, au centre de ce jeu de pouvoir, une figure inconfortable a émergé. Hypatie. La croissance du pouvoir de l'Église a eu de profondes conséquences sur la vie publique. Alexandrie, autrefois pôle de pluralité, est désormais confrontée à une transformation radicale. Les dirigeants chrétiens, désireux de renforcer leur contrôle, considéraient la sagesse et la philosophie laïque comme une menace. Pour eux, la raison était une dangereuse concurrente de la foi. Hypatie, avec son esprit brillant et son influence intellectuelle, personnifiait cette menace. Le mystère de l'histoire était sur le point d'être résolu, mais de la manière la plus tragique, à travers le choc entre la sagesse et le fanatisme. Cyrille, le patriarche d'Alexandrie, était un homme aux immenses ambitions. Son désir de consolider le pouvoir de l'Église l'a amené à affronter directement le paganisme et tout autre mouvement qui pourrait le contester. Il considérait Hypatie comme un obstacle sur son chemin. Ses enseignements philosophiques et sa popularité étaient considérés comme un danger pour l'hégémonie de l'Église. Pour Cyrille, il ne suffisait pas de diriger spirituellement, il devait contrôler le récit de la ville. Et Hypatie, en représentant la résistance de la raison contre le dogme, devient une cible de plus en plus ciblée. La montée du christianisme a amené une nouvelle ère de fanatisme, où la sagesse a été réduite au silence et la connaissance supprimée. Alexandrie, qui avait été une ville lumière, commençait maintenant à éteindre ses bougies. Et Hypatie, avec son plaidoyer en faveur de la sagesse plutôt que de la foi aveugle, était sur le point de faire face à la colère d'une Église qui ne tolérait plus la remise en question. Le chemin vers sa destinée finale était déjà tracé par les mains de ceux qui cherchaient à éteindre sa lumière. Hypatie était, à bien des égards, une femme en avance sur son temps, ce qui faisait d'elle la cible de l'envie et de la peur. Dans une société où le pouvoir intellectuel était presque toujours entre les mains des hommes, elle se distinguait non seulement par son statut d'érudite, mais aussi par son influence directe sur la pensée de l'élite. Sa présence dans le cercle politique, son amitié avec le gouverneur Oreste et sa capacité à guider des esprits brillants en faisaient une figure redoutée. Pour beaucoup, en particulier pour les chefs religieux comme Cyrille, Hypatie symbolisait une menace pour le contrôle
qu'il cherchait tant à établir. L'influence politique d'Hypatie était indéniable. Sa sagesse a transcendé les murs du monde universitaire pour atteindre les couloirs du pouvoir. Elle conseilla Oreste, l'un des principaux rivaux de Cyrille, ce qui en faisait une cible naturelle. L'Église, qui voulait consolider son autorité, voyait en Hypatie une barrière. Elle n'était pas seulement une philosophe, c'était quelqu'un qui bousculait l'ordre établi, quelqu'un qui, par ses idées et son charisme, incitait les esprits à se remettre en question. Et quand vient la remise en question, le contrôle s'affaiblit. Hypatie, en insistant sur la raison, défie le fanatisme qui se répand dans la ville. Mais ce n'était pas seulement la sagesse d'Hypatie qui suscitait l'envie. C'était aussi sa capacité à influencer les gens. Son école était fréquentée par de nombreuses personnes de croyances différentes et tout le monde la respectait. La ville, divisée entre chrétiens et païens, a trouvé en Hypatie un pont de dialogue. Cependant, pour Cyrille, ce respect était perçu comme un affront direct à son autorité religieuse. L'idée d'une femme aussi influente, en position de pouvoir intellectuel, allait à l'encontre de tout ce qu'il prêchait. La crainte de perdre le contrôle de la ville poussa Cyrille à comploter contre elle. La peur générée par Hypatie venait non seulement de sa sagesse, mais aussi de son indépendance. Elle était libre, tant en pensée qu'en action. Et à une époque où le contrôle était le but ultime, une femme libre d'esprit constituait une menace inacceptable. Le sort d'Hypatie n'a pas été scellé par ses échecs, mais par sa grandeur. Elle, qui cherchait seulement à répandre la lumière de la connaissance, s'est retrouvée enveloppée dans les ombres de la peur et de l'envie. Le chemin vers sa fin tragique a commencé à se dessiner, tandis que les forces qui la craignaient ont façonné son destin. Oreste, gouverneur d'Alexandrie, était un homme qui comprenait le pouvoir de la sagesse et respectait l'esprit brillant d'Hypatie. Dans une ville de plus en plus polarisée entre la foi et la raison, Oreste a trouvé en Hypatie un allié intellectuel, quelqu'un qui l'a aidé à naviguer dans les conflits complexes qui ravageaient la ville. Son amitié pour elle n'était pas seulement une admiration. Oreste voyait en Hypatie une lueur de rationalité au milieu d'un fanatisme religieux croissant. Or, cette proximité serait le déclencheur de son conflit avec Cyrille, le patriarche d'Alexandrie. Pour Cyrille, l'alliance entre Oreste et Hypatie représentait un obstacle sur son chemin vers le pouvoir absolu. Il avait besoin d'affaiblir le gouverneur pour consolider son autorité sur Alexandrie, et la présence d'Hypatie, avec son influence et sa sagesse, compliquait ses plans. Oreste, en faisant confiance à Hypatie comme conseillère, devint une cible de l'Église. Les connaissances qu'elle partageait avec lui étaient considérées comme une menace, et Cyrilo savait que, pour contrôler la ville, il lui faudrait éliminer cette voix de la raison qui résonnait dans les oreilles du gouverneur. La relation entre Oreste et Cyrille se détériore rapidement. Cyrille, cherchant à réaffirmer le pouvoir de l'Église, commença à mobiliser le peuple contre le gouverneur, l'accusant d'être influencé par une femme païenne. Oreste, bien qu'il soit chrétien, n'a pas accepté l'ingérence de Cyrille dans les affaires de l'État. L'amitié avec Hypatie est devenue un point central de dispute et la tension dans la ville s'est accrue. Oreste, qui tentait de maintenir la paix et l'ordre, se retrouva pris entre raison et fanatisme, sa confiance en Hypatie étant utilisée contre lui. Hypatie, qui n'a jamais cherché le pouvoir politique, se retrouve désormais au milieu d'une bataille qui met non seulement sa vie en danger, mais aussi celle d'Oreste. Le souverain qui avait tant confiance en sa sagesse commença à être isolé, et la proximité avec Hypatie devint un lourd fardeau. Cyrille savait que pour vaincre Oreste, il devait d'abord faire taire la femme qui le conseillait. Ainsi, l'amitié entre eux, qui était autrefois un symbole de respect pour la raison, devint la raison pour laquelle Hypatie serait la cible d'une fureur fanatique. Avec la tension croissante à Alexandrie, les forces qui voulaient renverser Hypatie avaient besoin de justification. Après tout, il ne suffisait pas de vouloir la faire taire, il fallait convaincre les masses que leur éviction était légitime. Et c'est alors que surgirent des accusations de sorcellerie et d'hérésie. À une époque où la raison commençait à être étouffée
par la ferveur religieuse, accuser une femme sage de sorcellerie était une stratégie efficace. Hypatie, qui avait passé sa vie à percer les mystères de l'histoire, était désormais décrite comme quelqu'un qui manipulait les forces du mal. Les chefs religieux, menés par Cyrille, commencèrent à répandre des rumeurs. Ils disaient qu'Hypatie utilisait des sorts et des rituels païens pour influencer le gouverneur Oreste et que sa sagesse était, en fait, le résultat de la magie noire. C'était une tactique courante à l'époque du fanatisme, transformer la connaissance en quelque chose de dangereux et de démoniaque. Ce qui était autrefois respecté était désormais craint. Les masses, manipulées par ces rumeurs, commencèrent à considérer Hypatie non plus comme la gardienne du savoir, mais comme une menace pour la foi chrétienne naissante. Ces accusations ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été soigneusement conçues pour miner sa crédibilité et influencer la population. L'Église savait que pour détruire Hypatie, il lui faudrait la convaincre qu'elle était une ennemie de Dieu. Et c'est ainsi que la propagande a été lancée. Ce qui était censé être une ville de débat philosophique et d'échange d'idées est désormais devenu un lieu où règne la peur et la superstition. Hypatie, avec son génie intellectuel, devenait une cible facile pour ceux qui souhaitaient consolider leur pouvoir. Mais le plus tragique dans tout cela, c'est qu'Hypatie n'a jamais été une menace religieuse. Elle ne s'est jamais opposée au christianisme ni n'a tenté de saper ses fondements. Son crime, aux yeux de Cyrille et de ses partisans, était simplement d'être une femme qui osait penser et enseigner. La manipulation de la foi pour justifier la violence bat son plein. Ainsi, la femme qui avait passé sa vie à défendre la sagesse était désormais condamnée par ceux qui utilisaient l'ignorance comme une arme. Le décor de sa chute était planté. Les foules d'Alexandrie, qui parcouraient autrefois les marchés et les temples avec curiosité et respect pour le savoir, ont commencé à se transformer en instruments de violence. Manipulés par les discours fervents des chefs religieux, ils sont devenus une force dangereuse. La puissance du fanatisme religieux était visible dans les rues où la rationalité était de plus en plus réduite au silence par des cris de haine et d'intolérance. Hypatie, figure de lumière et de sagesse, fut transformée par la propagande en cible de cette fureur aveugle. Ce qui aurait dû être une ville de débat philosophique se transformait désormais en une scène de peur. La foule, facilement manipulable, est devenue une arme entre les mains de dirigeants comme Cyrilo. Ils ont joué sur la peur et l'ignorance du peuple, faisant d'Hypatie une sorcière, une personne qui menaçait la foi et l'avenir chrétien d'Alexandrie. En période d'incertitude, rien n'est plus efficace qu'un ennemi visible, et Hypatie a été dépeinte comme telle. Pour le peuple, elle n'était plus une enseignante sage et respectée, mais une ennemie à éliminer. La violence, auparavant contenue, est désormais devenue une expression de justice pour ceux qui craignaient l'inconnu. Le plus tragique est que ces foules ont en réalité été victimes d'une manipulation bien orchestrée. La peur était un puissant moteur, et en alimentant l'idée qu'Hypatie représentait une menace pour le christianisme, les chefs religieux ont réussi à transformer l'ignorance en fureur. Et, dans ce processus, la ville d'Alexandrie, qui était autrefois le centre du savoir, est devenue l'épicentre d'une chasse aux sorcières. La raison, qu'Hypatie a toujours défendue, était étouffée par le poids des superstitions et le désir aveugle de suivre un chef. Hypatie savait que le fanatisme avait un pouvoir destructeur, mais ce qu'elle n'avait peut-être pas prévu, c'était la vitesse à laquelle il se propagerait. La foule, qui avait autrefois respecté sa sagesse, réclamait désormais sa tête. C'était comme si toute l'œuvre de sa vie était effacée, un cri de violence étouffant des siècles de savoir. Et à mesure que le fanatisme gagnait en force, la violence approchait. Le sort d'Hypatie était scellé, et la foule était déjà prête à commettre ce que beaucoup appelleraient l'un des plus grands crimes contre la sagesse de l'histoire. Le jour qui a scellé le sort d'Hypatie restera à jamais marqué comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire d'Alexandrie. C'est en mars 415 après J.C. que la violence qui avait été alimentée pendant des semaines
a finalement explosé. Hypatie, philosophe et scientifique respecté, a été arrachée de sa voiture alors qu'elle marchait dans les rues. La foule qui admirait autrefois sa sagesse la considérait désormais comme une ennemie à détruire. Les pierres qui représentaient autrefois la solidité de sa science se retournaient désormais contre elle. La brutalité de son assassinat a choqué même ceux qui étaient habitués à la violence de l'époque. La foule, enragée et aveuglée par le fanatisme, l'attaqua sans pitié. Son corps, déchiré par une fureur irrationnelle, est devenu le symbole du triomphe de la haine sur la raison. Les pierres et les éclats de poterie utilisés pour détruire son corps physique n'ont pas pu effacer l'impact de son esprit brillant sur le monde. Mais ce jour-là, la sagesse fut réduite au silence. La lumière qu'Hypatie portait avec elle s'est éteinte sous le poids d'une ignorance écrasante. Il s'en est suivi un profond sentiment d'impunité. Personne n'a été jugé, personne n'a été tenu pour responsable de ce crime brutal. Le corps d'Hypatia a été brûlé, comme si ses assassins voulaient éliminer toute trace de son existence. Mais la vérité est que sa mémoire est devenue encore plus forte. Cet acte de violence, au lieu de la détruire, a cimenté son nom dans l'histoire. Cependant, à ce moment-là, la ville d'Alexandrie voyait, impuissante, son plus grand esprit être détruit par ceux qui devraient se soucier de la paix et de la foi. Ainsi, le meurtre d'Hypatie est devenu un jalon dans l'histoire de la connaissance. Ce n'était pas seulement la fin d'une vie, mais le symbole de ce qui se produit lorsque l'on laisse régner l'intolérance. Le crime commis contre elle était un crime contre l'humanité, contre le désir insatiable d'apprendre et de comprendre le monde. En ce jour fatidique, Alexandrie perdit non seulement une femme, mais aussi une ère de sagesse, et le monde entra dans une période d'obscurité où la raison serait étouffée par la peur et l'ignorance. Cyril d'Alexandrie, l'une des figures les plus influentes de l'Église à l'époque, a joué un rôle central dans le meurtre d'Hypatie. Même s'il n'a pas brandi les armes qui lui ont coûté la vie, c'est lui qui a créé le climat d'intolérance qui a scellé son destin. Cyrille, animé par l'ambition de consolider le pouvoir de l'Église et de faire taire toute opposition, considérait Hypatie comme une menace pour son autorité. Pour lui, elle était le symbole de tout ce qu'il craignait, la sagesse, la raison et l'indépendance. Et pour éliminer cette menace, Cyrilo a utilisé une arme qui s'est avérée efficace, le fanatisme religieux. Tout au long de son mandat, Cyril a su manipuler les masses de manière magistrale. Ses discours incendiaires contre les païens et les juifs créèrent un environnement dans lequel toute dissidence était considérée comme une hérésie. Et Hypatie, avec son influence politique et intellectuelle, devint sa cible la plus dangereuse. Pour Cyril, il ne suffisait pas de la vaincre intellectuellement. Il devait la détruire complètement. La propagande qu'il a orchestrée, la transformant d'une philosophe respectée en une sorcière païenne, a été le catalyseur qui a conduit à la tragédie finale. Cyrille a semé la haine et la foule a récolté les fruits de la violence. Ce qui rend le rôle de Cyrille encore plus sombre, c'est la façon dont il a manipulé la foi pour atteindre ses objectifs politiques. Sous couvert de défendre le christianisme, il a supprimé toute forme de pensée qui pourrait le remettre en question. Le pouvoir de l'Église, sous sa direction, n'était pas seulement spirituel, mais aussi politique, ce qui le rendait encore plus dangereux. Hypatie, en symbolisant le savoir profane, représentait une menace pour la domination totale souhaitée par Cyrille. Et il savait que pour conserver son contrôle, il lui fallait éliminer cette source de lumière qui illuminait l'esprit de la ville. L'héritage de Cyrille est malheureusement un exemple clair de ce que le fanatisme religieux peut faire lorsqu'il est alimenté par le pouvoir. Son nom a été marqué dans l'histoire non seulement comme un chef de l'Église, mais aussi comme quelqu'un qui a utilisé la foi pour justifier l'intolérance et la violence. En détruisant Hypatie, Cyrille a scellé son nom comme l'archétype du fanatisme. Ce qu'il n'a peut-être jamais imaginé, c'est qu'en essayant d'éteindre la flamme de la connaissance, il a contribué à rendre l'histoire d'Hypatie encore plus forte et éternelle. Après le meurtre brutal d'Hypatie, la ville d'Alexandrie tomba dans un silence troublant.
Ce qui aurait pu être un tournant pour la justice est devenu un nouvel exemple d'impunité. Personne n'a été jugé pour ce crime. Les autorités, tant religieuses que civiles, ont tourné la tête vers ce qui s'était passé. Hypatie, l'un des esprits les plus brillants de son époque, a été brutalement arraché de la vie publique et ceux qui ont orchestré et exécuté sa mort sont restés indemnes. Le silence des autorités résonnait comme une sombre complicité. Cyrille, qui avait joué un rôle crucial dans l'incitation contre Hypatie, garda son pouvoir intact. Oreste, le gouverneur qui avait été son allié, fut isolé et réduit au silence par l'Église. La justice que beaucoup attendaient n'est jamais arrivée. La peur s'est emparée de la ville. Ceux qui auraient pu dénoncer le crime craignirent pour leur propre vie et le contrôle de Cyrilo sur la ville fut consolidé. Alexandrie, autrefois un phare de sagesse et de libre débat, semble désormais étouffée sous le poids d'un régime où la vérité est façonnée par le pouvoir. Le meurtre d'Hypatie n'était pas seulement une attaque contre une personne, mais un coup mortel porté à la liberté de penser. L'absence de justice envoie un message clair. Quiconque oserait remettre en question l'ordre établi, qui remettrait en cause le pouvoir religieux, courait le même risque. Le savoir, autrefois célébré et défendu, est désormais redouté. La ville d'Alexandrie, qui brillait autrefois en tant que centre du monde intellectuel, est devenue un lieu où la sagesse était étouffée par la violence et l'oppression. Le silence entourant le meurtre d'Hypatie est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Comment une ville entière pourrait-elle assister à la chute de son plus grand défenseur du savoir et ne pas agir? L'absence de justice est une tâche qui reste encore aujourd'hui dans la mémoire d'Alexandrie. Hypatie, même après sa mort, est restée un symbole de ce que l'humanité peut perdre lorsque le fanatisme triomphe de la raison. Et cette perte n'a pas seulement été ressentie à cette époque, mais elle se répercute encore aujourd'hui. Avec la mort d'Hypatie, Alexandrie a perdu plus qu'un grand philosophe, a perdu le cœur de sa vie intellectuelle. Le meurtre brutal de la femme qui symbolisait la recherche de la vérité a profondément ébranlé la ville. L'école néo-platonicienne, où elle enseignait, perdit peu à peu de sa force et de son influence. Sans la présence d'Hypatie, ce qui était autrefois un havre de débat et de sagesse commença à se dissoudre. Son meurtre a non seulement marqué la fin d'une vie, mais aussi le début d'un déclin tragique dans l'avancement des connaissances. La ville qui était autrefois le centre du savoir se dirigeait désormais vers les ténèbres. L'impact immédiat de sa mort s'est fait sentir à tous les niveaux de la société. L'intelligentsia se recroquevillait, craignant d'être la prochaine cible. Oreste, isolé et sans le soutien de son conseiller, voit son pouvoir diminuer. La ville, autrefois connue pour la pluralité de ses pensées et de ses idées, se tait désormais sous l'oppression du fanatisme. Les bibliothèques, les salles de débat et les académies, qui étaient autrefois des piliers de curiosité historique, étaient désormais vides. Ce qui restait était un sentiment de perte, comme si l'éclat de la ville s'était éteint à jamais. La mort d'Hypatie a également envoyé un avertissement silencieux aux autres centres d'apprentissage. Si, à Alexandrie, la grande capitale du savoir, un esprit brillant comme celui d'Hypatie pouvait être assassiné sans conséquence, qu'est-ce qui empêcherait que la même chose se produise ailleurs? La peur commença à envahir les universités et les académies de tout l'Empire. La recherche de la vérité, autrefois considérée comme une vertu, porte désormais le poids de l'insécurité. La raison était remplacée par la superstition et l'obéissance aveugle. La ville qui était autrefois à la pointe du monde en matière de découverte intellectuelle était désormais considérée comme un exemple de décadence. Le symbolisme de la mort d'Hypatie est incommensurable. Sa perte a marqué la fin d'une époque de sagesse et le début d'une période de ténèbres. La connaissance, autrefois célébrée, est devenue quelque chose de dangereux. Et Alexandrie, qui guidait autrefois le monde avec sa lumière, est devenue le lieu où la sagesse était sacrifiée au nom du pouvoir. Les conséquences de la mort d'Hypatie furent immédiates, mais les échos de ce déclin se répercutent jusqu'à nos jours,
nous enseignant le coup du fanatisme sur l'avancement de la raison. Avec le meurtre d'Hypatie, l'Église d'Alexandrie consolida son pouvoir absolu. Cyrille, qui avait orchestré la chute du grand philosophe, en sortit vainqueur. Sa mort symbolisait le triomphe du fanatisme religieux sur la raison, et la ville, autrefois centre de débats et d'idées diverses, tomba sous un régime de censure et de contrôle. L'Église, désormais dominante, ne tolère plus la pluralité intellectuelle qui caractérise Alexandrie. La recherche de connaissances, autrefois encouragée, a commencé à être considérée avec suspicion, et la pensée critique a été réduite au silence. L'éclat de la sagesse a été éclipsé par les ténèbres de l'intolérance. Les temples païens ont été détruits et les textes anciens considérés comme hérétiques ou inutiles ont été brûlés ou abandonnés. Le savoir profane, qui avait fleuri sous l'abri de la bibliothèque d'Alexandrie, est désormais supprimé au profit d'une doctrine unique. Cyrille, patriarche d'Alexandrie, utilisa son pouvoir pour établir un nouvel ordre, où la remise en question intellectuelle était considérée comme un affront au christianisme. La raison, qui avait toujours été une force unificatrice à Alexandrie, était désormais soumise aux dogmes religieux. La ville devient le reflet d'une époque nouvelle où la liberté de penser est sous surveillance constante. La fermeture de l'école néo-platonicienne fut un coup dur pour la ville. Hypatie, qui avait été le cœur de ce mouvement, n'était plus là pour guider les jeunes penseurs. Sans sa direction, l'école s'est désintégrée et avec elle, l'une des dernières sources de pensée philosophique libre a disparu. L'Église a triomphé, mais ce triomphe a eu un coup terrible pour le progrès intellectuel d'Alexandrie. La ville, autrefois leader mondial en termes d'innovation et de découverte, se dirige désormais vers une période de stagnation. La connaissance a été étouffée par l'imposition de la foi comme seule vérité. La mort d'Hypatie marqua le dernier jalon d'une époque où la raison et la foi pouvaient coexister. Après sa mort, la séparation entre ces deux mondes devient claire et définitive. L'Église a non seulement triomphé, mais elle a également défini le nouveau cours de l'histoire de la ville et, par extension, de l'Empire tout entier. Alexandrie, qui était autrefois le centre du monde intellectuel, est devenue un lieu où la connaissance était redoutée et la sagesse un danger. La fin de la tolérance intellectuelle n'était pas seulement une défaite pour les penseurs de l'époque, mais aussi un avertissement aux générations futures sur le prix de l'intolérance. Malgré la brutalité de sa mort et la tentative d'effacer son influence, Hypatie a laissé un héritage qui transcende les siècles. Son histoire continue d'inspirer non seulement les érudits, mais aussi tous ceux qui voient dans la sagesse une lumière contre les ténèbres de l'ignorance. Hypatie est devenu un symbole éternel de résistance intellectuelle, quelqu'un qui a osé penser, questionner et enseigner à une époque où le fanatisme commençait à dominer. Sa vie, son œuvre et sa mort restent dans les mémoires comme un signal d'alarme. La sagesse est quelque chose qui doit être protégé, même lorsque le monde semble déterminé à la détruire. Au fil des siècles, la figure d'Hypatie a été mémorisée et réévaluée par des philosophes, des historiens et des penseurs de différentes époques. À la Renaissance, lorsque l'intérêt pour la connaissance classique renaît, Hypatie est redécouverte comme une icône de la résistance à l'oppression intellectuelle. Sa mémoire est devenue associée à la lutte pour la liberté de penser, et beaucoup de ceux qui cherchaient à rompre avec les limitations imposées par l'autorité la considéraient comme une source d'inspiration. Hypatie, dont le nom a été presque effacé par l'histoire, est réapparue comme une force silencieuse mais puissante. Son héritage dépasse les domaines des mathématiques et de la philosophie. Hypatie représente la capacité humaine à transcender les barrières imposées par la société. En tant que femme à une époque dominée par les hommes, elle a brisé les attentes de son époque et atteint un statut que peu de gens pouvaient égaler. Aujourd'hui, on se souvient d'Hypatie non seulement pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour son esprit inébranlable. Elle est devenue un symbole pour les femmes qui cherchent à occuper les espaces intellectuels et pour tous ceux qui croient que la sagesse doit toujours prévaloir sur la peur
et l'intolérance. L'histoire d'Hypatie n'est cependant pas qu'un lointain souvenir. Son combat pour la vérité et son refus de céder à l'ignorance sont des leçons qui résonnent aujourd'hui. Dans un monde où des forces cherchent encore à faire taire la pensée critique et la science, l'exemple d'Hypatie reste vivant. Elle nous rappelle que la connaissance est en fin de compte notre meilleure défense contre le fanatisme. Et son héritage, immortalisé dans les pages de l'histoire, continue d'inspirer des générations à remettre en question le statu quo et à éclairer le chemin de l'humanité. Au fil des siècles, Hypatie a cessé d'être un simple personnage historique pour devenir un mythe, entouré de légendes et d'interprétations variées. Sa mort tragique, couplée à l'effondrement d'une ère de sagesse, l'a transformée en une icône culturelle. Dans l'imaginaire populaire, il représente non seulement le sacrifice du savoir en période de fanatisme, mais aussi la lutte pour la liberté de penser. Hypatie a été façonnée et remodelée par des écrivains, des cinéastes et des historiens, chacun apportant un nouveau sens à son histoire. Le mystère de l'histoire d'Hypatie est devenu un point de fascination pour ceux qui voient en elle une figure de la résistance. La littérature contemporaine et le cinéma ont contribué à immortaliser cette image. Dans le film Agora, 2009, par exemple, Hypatie est dépeinte comme une femme forte, qui luttait contre l'irrationalité de son époque. Le film a amené une nouvelle génération de curieux à découvrir qui elle était, mêlant faits historiques et éléments dramatiques. La romantisation de sa figure est une réponse au manque de documents complets sur sa vie. Mais même avec ses lacunes, l'image d'Hypatie, martyre de la raison, continue d'inspirer les débats sur le pouvoir de la foi, de la science et de la politique. D'un autre côté, comme pour de nombreuses icônes historiques, la vérité sur Hypatie est parfois obscurcie par des exagérations et des interprétations erronées. Certains récits, notamment ceux qui tentent de la transformer en une figure presque divine, ignorent la vraie femme qui, malgré son immense sagesse, a également affronté les défis et les limites de son époque. Séparer le mythe de la réalité est une tâche complexe, mais nécessaire pour comprendre le véritable impact de votre vie. L'énigme de l'histoire d'Hypatie ne réside pas seulement dans ce qui lui est arrivé, mais aussi dans la manière dont elle a été réinterprétée au fil des siècles. Pourtant, l'impact culturel d'Hypatie est indéniable. Elle a été et continue d'être une référence dans les combats pour l'égalité, la liberté d'expression et le droit à l'esprit critique. Sa figure a été adoptée par les mouvements féministes, les scientifiques et tous ceux qui voient dans la connaissance un outil de transformation. Même si certains aspects de son histoire ont été mythifiés, ce qui reste est l'essence d'une femme qui n'a pas cédé aux pressions de son temps. Hypatie est devenue un symbole plus grand que nature et son héritage dans l'imaginaire collectif continue d'influencer notre vision du monde et de l'histoire. La mort d'Hypatie n'était pas seulement une tragédie personnelle ou politique, ce fut une perte incalculable pour la science et la philosophie. Hypatie était au sommet de sa sagesse et de sa carrière lorsqu'elle fut assassinée, et le potentiel de ses découvertes futures fut perdu à jamais. Qu'aurait-elle pu accomplir si elle avait vécu plus longtemps? Quel mystère de l'histoire aurait-elle pu percer? Quel progrès en mathématiques et en astronomie aurait pu provenir de son esprit brillant? Il est impossible de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le monde serait plus pauvre sans cela. Hypatie avait apporté des contributions significatives à plusieurs domaines de connaissances. En mathématiques, ses études sur la géométrie et l'algèbre étaient révolutionnaires pour son époque. En astronomie, ses observations du mouvement des corps célestes ont permis une compréhension plus précise de l'univers. Et en philosophie, son adhésion au néoplatonisme la plaçait à l'avant-garde d'un mouvement qui cherchait à comprendre le monde à travers la raison et la spiritualité. La destruction de sa vie a interrompu ses découvertes et, par conséquent, l'humanité a perdu une opportunité d'avancer encore plus loin sur le chemin de la connaissance. La bibliothèque d'Alexandrie, où Hypatie passait une grande partie de son temps, souffrit également du déclin qui suivit sa mort. De nombreux textes et savoirs qu'elle a contribué à préserver
ont été perdus ou détruits. La violence qui s'est emparée de la ville a représenté non seulement la fin d'un grand penseur, mais aussi le début d'une ère de ténèbres intellectuelles. Ce que représentait Hypatie, l'effort continu pour comprendre le monde qui nous entoure, a été étouffé par la peur et l'intolérance. La ville, qui était autrefois un phare du savoir, s'est retrouvée plongée dans l'obscurité. Ce qui fait le plus mal lorsque nous réfléchissons à la perte d'Hypatie, c'est la possibilité de ce qui aurait pu se produire. Sa mort nous rappelle que les progrès scientifiques et philosophiques sont fragiles et qu'un seul acte de fanatisme suffit à interrompre le cours des grandes découvertes. L'énigme de l'histoire d'Hypatie ne réside pas seulement dans sa vie et sa mort, mais aussi dans ce qu'elle aurait pu accomplir si elle avait été libre de poursuivre son œuvre. Ce que nous avons perdu avec Hypatia n'était pas seulement une femme, mais la chance de faire progresser notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Le parcours d'Hypatia est un puissant témoignage du rôle que les femmes peuvent jouer dans l'avancement des connaissances, même en période de répression extrême. Elle était non seulement l'une des rares femmes à atteindre un statut intellectuel élevé dans une société dominée par les hommes, mais elle est également devenue un symbole de résistance pour tous ceux qui lui ont succédé. À une époque où les femmes étaient exclues des sphères publiques et académiques, Hypatie a brisé ces barrières grâce à sa sagesse et son courage. Et malgré sa mort tragique, son héritage perdure, notamment dans les luttes contemporaines pour l'égalité des sexes. Hypatie est souvent considérée comme un précurseur du féminisme moderne. Son exemple rappelle que les femmes ont toujours fait partie de l'histoire du savoir, même lorsque leurs contributions ont été ignorées ou effacées. En étant l'un des plus grands esprits de son époque, elle a prouvé que l'intelligence et la capacité intellectuelle n'ont pas de sexe. Dans les mouvements féministes d'aujourd'hui, Hypatie est célébrée comme une source d'inspiration. Une femme qui, contre toute attente, s'est taillé une place dans le monde intellectuel et a défié les préjugés qui l'entouraient. Son héritage nous rappelle avec force que le chemin vers l'égalité intellectuelle reste un combat permanent. En plus d'être une source d'inspiration pour le féminisme, Hypatia a également laissé une marque indélébile dans le domaine de l'éducation. En tant qu'enseignante, elle croyait profondément à l'idée selon laquelle les connaissances devaient être partagées librement, sans distinction de sexe, de religion ou de classe sociale. Cette croyance, en elle-même, était révolutionnaire pour l'époque. Elle a accueilli des étudiants de tous horizons, hommes et femmes, et son impact en tant qu'éducatrice a été vaste. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement comme une martyre de la sagesse, mais aussi comme une pionnière de l'inclusion dans l'enseignement, une défenseure du droit à la connaissance pour tous. La mort d'Hypatie, bien que tragique, n'a pas effacé son impact. Au contraire, elle devient un symbole encore plus fort des luttes féministes qui vont suivre. Sa vie et son œuvre continuent d'inspirer les femmes du monde entier, démontrant que même face à des obstacles apparemment insurmontables, il est possible de briser les limites imposées par la société. L'héritage d'Hypatie au féminisme va au-delà de son époque. Cela fait écho encore aujourd'hui, nous rappelant que la recherche de l'égalité intellectuelle et de la liberté de penser est un chemin qui doit être suivi par tous. L'histoire d'Hypatie est l'un des exemples les plus emblématiques de la façon dont le fanatisme peut détruire le progrès intellectuel, mais malheureusement, il ne s'agit pas d'un événement isolé. Au fil des siècles, le conflit entre la sagesse et le fanatisme s'est répété d'innombrables fois. Que ce soit pour des raisons religieuses, politiques ou sociales, la peur de l'inconnu et le désir de contrôle ont toujours mis en danger ceux qui osaient remettre en question le statu quo. Ce qui s'est produit à Alexandrie, avec le meurtre brutal de l'un des plus grands esprits de l'histoire, a un écho dans de nombreux autres moments de l'humanité où la connaissance a été réduite au silence par l'intolérance. Le fanatisme sous toutes ses formes craint d'être remis en question car il expose ses faiblesses. Il en fut ainsi pour Hypatie, mais aussi pour de nombreuses autres figures qui cherchaient à éclairer le monde par la connaissance. Pensez à Giordano Bruno, brûlé vif pour ses idées sur l'univers, ou à Galileo Galilei, réduit au silence
à cause de ses découvertes astronomiques. La sagesse a toujours trouvé de la résistance entre les mains de ceux qui préfèrent les ombres de l'ignorance. L'histoire nous montre que chaque fois que la raison a été confrontée au fanatisme, l'humanité a subi des pertes irréparables. Ce qui rend le conflit entre sagesse et fanatisme si dangereux, c'est sa capacité à se déguiser en combat loyal. À Alexandrie, Cyril a utilisé la foi comme prétexte pour supprimer Hypatie, et le même schéma s'est répété à travers les âges. Le savoir est présenté comme une menace pour l'ordre établi, et ceux qui le défendent deviennent des cibles. Ce cycle est douloureusement familier dans l'histoire de l'humanité. La destruction d'Hypatie nous rappelle avec quelle facilité le progrès peut être stoppé lorsque la peur l'emporte sur la compréhension. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les défis auxquels le monde est confronté, de la lutte contre le changement climatique à la propagation de la désinformation, il est impossible de ne pas penser à la façon dont le conflit entre la sagesse et l'intolérance continue de se manifester. L'histoire d'Hypatie nous enseigne que le savoir doit être protégé à tout prix, car sans lui, l'humanité risque de tomber dans les mêmes pièges que par le passé. Le cycle peut être brisé, mais seulement si nous choisissons la lumière de la sagesse plutôt que les ténèbres de l'intolérance. L'héritage d'Hypatie transcende le temps. Même après tant de siècles, son histoire continue de vivre, non seulement comme le récit d'une femme extraordinaire, mais comme un symbole éternel de résistance intellectuelle. Hypatie nous enseigne que le savoir, peu importe à quel point il est attaqué, trouve toujours le moyen de survivre, de se régénérer et de continuer à éclairer le monde. Sa vie, marquée par la recherche inlassable de la sagesse, témoigne de la manière dont la raison et la science peuvent résister au fanatisme. Elle est devenue une icône pour tous ceux qui croient que le pouvoir de la connaissance est la meilleure arme contre l'ignorance. Hypatie n'était pas seulement une philosophe ou une scientifique, c'était une battante. Son histoire nous rappelle constamment que le progrès intellectuel sera toujours la cible de ceux qui craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Même confrontée au fanatisme croissant à Alexandrie, Hypatie n'a jamais abandonné sa recherche de la vérité. Et c'est cette recherche qui la rend si pertinente aujourd'hui. Votre résistance à l'oppression est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour que le savoir reste accessible et gratuit. Elle est un exemple clair du fait que la lumière de la sagesse ne peut jamais être complètement éteinte. Ce qui rend l'héritage d'Hypatia si intemporel est le fait que son combat n'était pas seulement personnel, mais collectif. Elle croyait profondément que la connaissance était un bien qui devait être partagé avec chacun, quelles que soient ses croyances, son origine ou son statut. Son histoire nous invite à réfléchir à notre propre responsabilité de protéger et de promouvoir l'éducation et la pensée critique. Dans le monde d'aujourd'hui, où des forces tentent encore de supprimer la science et la vérité, l'exemple d'Hypatie est plus pertinent que jamais. Elle nous rappelle que, même au milieu des plus grandes adversités, la connaissance est la véritable clé de la liberté. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'Hypatie, nous ne parlons pas seulement d'une figure du passé, mais d'un symbole éternel de courage intellectuel. Son histoire traverse des générations et des cultures, montrant que même si le fanatisme et l'ignorance tentent d'éteindre la lumière de la connaissance, cette lumière trouve toujours un moyen de briller à nouveau. Hypatie reste vivante dans l'esprit et le cœur de ceux qui luttent pour la liberté de penser. Et son héritage est la promesse que la sagesse, aussi attaquée soit-elle, ne sera jamais oubliée. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci